captation, apparemment, c'est important. Qu'est-ce que je fais? On se démasque. Masque. Comment tu veux nous installer? On va s'asseoir là. D'accord. Bonjour à tous. Alors, on va permettre de se démasquer. Si ça embête quelqu'un, surtout qu'il n'hésite pas, parce que sinon, vous n'allez pas nous entendre. Donc, si ça embête quelqu'un, surtout qu'il n'hésite pas, sinon qu'il se taise à jamais. Voilà. Oula, oui, ça fait très fort. Bon, donc, bonjour à tous, enchanté, merci d'être là, malgré les virus ambiants et autres problématiques du quotidien de l'Île-de-France. On est ravis de vous avoir pour cette journée de l'innovation. Alors, je ne sais pas si vous êtes arrivés juste pour ça ou vous êtes là depuis ce matin à différents événements. Vous êtes là depuis ce matin, bon, très bien. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de RSE, comment approcher cette nouvelle thématique d'avenir. Donc, la RSE, c'est un sujet qui a son importance aujourd'hui. Alors, ce qui peut paraître étonnant, c'est pourquoi on va parler de RSE dans une journée de l'innovation. C'est une bonne question. Alors, on peut dire que finalement, l'innovation, c'est juste les thèmes d'actualité, vu qu'en ce moment, la RSE, c'est d'actualité. Donc, du coup, on parle de RSE dans la journée. Moi, je dirais pas ça. Ouais. Je dirais qu'il y a aujourd'hui, au niveau de l'innovation, un phénomène qui est en train d'être recensé au niveau européen, qui s'appelle l'innovation sociale, qui va probablement donner lieu à des crédits d'impôt de plus en plus significatifs et qui, d'ores et déjà, donne lieu à des appels à projets européens, départementaux, régionaux, et qui permet un certain nombre de financements de l'innovation. Donc on voit que l'innovation sociale, c'est quelque chose qui est en train de devenir une innovation de fait. Et donc ça paraît logique que dans une journée de l'innovation, on parle de la RSE, puisque ça fait partie intégrante maintenant de l'innovation des entreprises et des différents acteurs. Donc moi, je suis Jean-François Cotin, je m'occupe du comité RSE de la région, et j'ai la chance de participer aussi au comité national. Et donc avec moi, j'ai Oriane Champion et Alexis Normand de Greenly. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Oriane Champon, je suis expert comptable. Je suis également donc je suis spécialisée en RSE et je suis formatrice en RSE. Je fais partie du comité RSE de l'Ordre de Paris-Île-de-France avec Jean-François. Pour ceux qui ont peut-être entendu, on a une série de podcasts, je fais notre publicité là-dessus, qui est justement sur la RSE pour sensibiliser les experts comptables, les collaborateurs en cabinet sur ce sujet, parce que c'est effectivement un sujet innovant. Voilà. Bonjour, Alexis Normand, donc ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc pour ma part, j'ai créé une société avec 2 autres associés il y a 2 ans qui s'appelle Greenly et qui s'est donné pour objectif de démocratiser le bilan carbone. Initialement pour les particuliers, on a une appli mobile gratuite si vous voulez la tester, mais on se spécialise vraiment sur les PME dont on simplifie tout le processus de comptabilité carbone. Et un des gros vecteurs de démocratisation, c'est d'utiliser les écritures comptables. Et donc, c'est de ça que je vous parlerai et des partenariats qu'on compte faire encore davantage avec le monde de l'expertise comptable auquel on est associé via l'accélérateur INEST, qui est affilié à l'Ordre des experts comptables. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer mes partenaires d'aujourd'hui. Voilà. Voilà, et moi, j'ai une chance encore plus grande, c'est que du coup, on a un programme de mentorat. Donc, avec Alexis, on essaye de savoir de temps en temps pour voir comment avance Greenly. Et vous verrez que c'est une solution qui, à mon avis, peut intéresser les experts comptables pour démocratiser la question du bilan carbone dans l'entreprise. Alors, moi, la première chose que je voulais dire en introduction, c'est pourquoi la RSE, c'est pour nous quelque chose d'important pour les experts comptables. Alors vous avez pour moi 3 catégories. Vous avez ceux qui sont, je dirais, qui veulent en faire un métier en tant que tel et pour qui le métier
l'exercice de la profession comptable classique n'est pas intéressant. Bon, bah ça, c'est une nouvelle partie des experts comptables qui est en devenir et qui est en accélération. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui disent « Moi, ce que je veux, c'est participer à la transition sociale et environnementale du monde. Et pour ça, bah, plutôt que de parler des chiffres, je vais parler des indicateurs non financiers. » Donc, vous avez une première population qui peut être intéressée pour travailler sur ce sujet. Vous avez aussi la majeure partie des experts comptables qui, à mon sens, au-delà de toute la partie réglementaire et la partie de sécurisation fiscale, ont un avis et un conseil. C'est vraiment les bras droits du chef d'entreprise. Et ces gens-là, aujourd'hui, c'est les inspirateurs de ce qui va se passer demain. Et quand on regarde la société, on voit bien qu'il y a une évolution sociale profonde de recherche d'une société qui change, d'un environnement qui est plus intégré aux questions du quotidien, questions de société, questions politiques, mais aussi questions économiques. Et donc, en ce sens, l'expert comptable, il se doit de connaître les bases des lois environnementales et sociales qui se pratiquent. Ça, c'est son obligation. Mais derrière, il doit aussi être en capacité d'aller vers l'éclairage du client, vers est-ce que vous avez réfléchi à votre impact sur l'environnement? Est-ce que vous avez réfléchi aux questions sociétales qui peuvent vous impliquer? Et pour ça, il a besoin de formation. Il a besoin d'avoir un éclairage pour être capable au moins de donner les outils. Et ça, pour moi, ce n'est pas forcément une mission spécifique, c'est quelque chose de plus large, qui est le fait de pouvoir éclairer les consciences. Et c'est dans le rôle de l'expert comptable d'être d'actualité là-dessus, pour deux raisons. D'une part, parce que dans 10 ans, la taxonomie, c'est-à-dire la manière dont sont faites les taxes, elle sera clairement tournée vers l'écologie. Donc, dans 10 ans, il paiera plus cher s'il dépense trop d'énergie. Donc, autant lui dire dès maintenant, parce que ce n'est pas des choses qui se changent d'une année sur l'autre. Et d'autre part, parce que dans peu de temps, on va avoir différents indicateurs qui seront obligatoires à recenser. Et si ce n'est pas l'expert comptable qui se met sur le sujet, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, moi, ça me paraît essentiel que vous soyez sensibilisés. Alors, pour ça, on ne va pas revenir dessus, mais rien n'en a parlé. On a des podcasts qui ont été faits avec différentes personnes de qualité, plus ou moins de qualité, ça, ce sera à vous de juger. Mais globalement, je ne sais pas si vous aimez courir ou si ça vous arrive de temps en temps d'avoir du mal à vous endormir. Eh ben, vous écoutez ça. Ça ne va peut-être pas vous endormir, enfin j'espère. Mais en tout cas, c'est en une vingtaine de minutes, vous allez récupérer de l'info assez concentrée avec différents acteurs. Et voilà, là, on a 6 thèmes qui sont sortis. Vous allez rapidement avoir, je dirais, le niveau 1 de formation pour être capable au moins face à vos clients. Alors, vos clients d'aujourd'hui, ils ne sont pas forcément intéressés. Ce dont vous devez sûrement vous rendre compte, c'est que les nouveaux clients et les jeunes clients, eux, ils sont intéressés. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une entreprise à mission, 20 minutes, vous aurez une formation de base. Si vous ne connaissez pas les bases des lois sur les indicateurs non financiers, vous allez avoir un certain nombre de choses. Donc on a essayé de faire cet outil. On espère qu'il vous intéressera. Et comment vous les procurez? Vous allez sur toute plateforme d'écoute, Deezer, Ocha, Apple, ou simplement sur le site de l'Ordre. Et vous les avez en accès libre. Spotify aussi. Alors, on parle de RSE. Une des premières questions qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est que la RSE? Donc ça, Oriane, tu peux peut-être nous aider? Alors, avant de dire qu'est-ce que c'est que la RSE, moi, j'ai envie de vous parler de quelques grands enjeux. Des enjeux dont on ne se rend pas toujours compte parce qu'on est dans notre quotidien et pourtant qui touchent le monde économique d'aujourd'hui. D'abord, c'est un monde économique, un développement économique qui est, alors je mets des guillemets, menacé par ce qu'on appelle des phénomènes planétaires. C'est notamment ces phénomènes qui sont décrits par Rockström dans son livre dans ses études sur les limites planétaires. Et dans ces grands enjeux-là, vous avez peut-être entendu déjà parler du dérèglement climatique. C'est un fait scientifique non discutable. Et donc, le monde économique, que ce soit les individus ou les entreprises, les organisations, les États, ont quelque part l'obligation de trouver des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
parce que plus on aura des émissions de gaz à effet de serre, plus on va provoquer ce dérèglement climatique. Donc ça, c'est un véritable enjeu à l'échelle planétaire. Il y a également un autre enjeu que j'avais envie de vous citer aujourd'hui, qui est cette perte de la biodiversité. On parle de 60% de disparition de la biodiversité. C'est un autre enjeu parce que sans diversité sur la planète, on perd des équilibres fondamentaux. Et donc, on a nécessité, en tant que, acteur économique, de retrouver des équilibres et des équilibres entre toutes espèces vivantes sur cette planète. Et puis, il y a un troisième enjeu, on va dire, d'un point de vue planétaire, qui pour moi est important, c'est la pénurie des ressources. On exploite de plus en plus, on a ces problématiques. Et donc, cette pénurie de ressources entraîne, vu qu'on est dans une société d'offres et de demandes, une augmentation des coûts matières. Et donc ça, c'est pareil, ça a des impacts au niveau économique pour vos clients. Le premier impact, c'est qu'on soit tous masqués aujourd'hui. Ça s'appelle la biodiversité en réduction, qui augmente le nombre de virus mécaniques et les pandémies. Merci Jean-François. Donc ça, pour moi, c'est un premier grand enjeu. Ces aspects de comment finalement on vit sur cette planète et le développement autour du développement économique. Il y a un deuxième enjeu qui est la prise de conscience au niveau international, au niveau des États, qui mettent en place en fait finalement des réglementations qui font évoluer le modèle économique des entreprises. Vous prenez par exemple en France, en tout cas la loi anti-gaspillage a changé assez fortement le modèle économique des supermarchés, parce qu'ils doivent organiser une nouvelle filière pour pouvoir redistribuer les produits alimentaires qui ne sont pas vendus. Vous prenez la taxe carbone, ça a une incidence forte. Vous avez toute la réglementation aussi au niveau de reporting extra-financier. Il y a eu une réglementation en 2017 sur la déclaration de performance extra-financière. Là, il y a de nouvelles réglementations qui prendront jour en 2022-2023. Notamment avec ce rapport de durabilité. Donc voilà, donc vous voyez, en fait, ça c'est un deuxième enjeu qui est extrêmement important, ce changement de réglementation du fait d'une prise de conscience au niveau national, international. Ensuite, il y a un troisième enjeu pour moi qui est également important, c'est du fait que des acteurs économiques se sentent sensibles à ces questions environnementales et sociétales, ils vont trouver et développer de nouveaux modèles économiques qui répondent et qui trouvent des solutions à ces enjeux. Et c'est notamment pour ça qu'on voit émerger énormément d'entreprises dans l'économie sociale et solidaire, par exemple, avec de nouvelles formes d'entrepreneuriat à travers, par exemple, des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et ça montre à quel point, en fait, l'utilité sociale, le besoin d'utilité sociale est important. On va aussi trouver de nouveaux modèles économiques autour de la circularité, essayer de développer de nouveaux facteurs, de nouvelles façons de produire. C'est-à-dire, globalement, on a une économie qui est très linéaire. On extrait des ressources, on les transforme, on les produit et après on les vend et on les met à la poubelle. Et dans l'économie circulaire, on a un schéma beaucoup plus circulaire. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une fin de vie, on va les rapatrier dans le processus de production. Donc, on va recycler, on va réemployer, on va organiser de nouvelles filières de vente. Voilà. Donc, tous ces modèles-là, c'est aussi des nouveaux modèles sur lesquels qui constituent un enjeu. Et pour moi, le quatrième enjeu, finalement, de cette RSE, c'est aussi les citoyens qui vont chercher à donner du sens à leur action. On le retrouve aussi à travers ces jeunes générations qui prennent conscience qu'il est important d'avoir un métier qui a du sens et donc qui vont chercher à aller travailler dans des entreprises qui ne font, entre guillemets, plus mal à la planète. Donc voilà, donc ces 4 enjeux réunis font que notre monde change et qu'on a besoin finalement, pour innover, de s'intéresser à la RSE, que la RSE est un vrai facteur d'innovation. Alors moi j'ai une question à vous poser. Depuis tout à l'heure, on parle de RSE, mais on n'en a pas donné une définition. Alors, je vous propose que chacun d'entre vous me dise un mot qui caractériserait pour vous la RSE. Qui ose prendre la parole en premier? Ouais. Un mot. Environnement. Impact.
bien-être, durabilité, humain, indicateur, innovation, extra-financier. Encore un dernier mot? Humain, encore. Sensibilisation. Donc, tous les mots que vous m'avez cités, là, effectivement, ça rentre dans le cadre de la responsabilité sociétale. La responsabilité sociétale, c'est la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est finalement l'intégration volontaire pour les entreprises de préoccupations sociales, vous l'avez dit, humains et environnementales, dans les activités commerciales. Et le point important, relation avec les parties prenantes. Donc on voit que la RSE est finalement quelque chose de très très large qui est alors nommé ou on va dire qualifié par une norme qui est la norme ISO 26000. Et cette norme ISO 26000, elle s'appuie sur 7 piliers centraux qui sont la gouvernance, les droits de l'homme, les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des affaires, les questions relatives aux consommateurs et les communautés et développement local. Donc on voit bien qu'en fait la RSE, ce n'est pas une activité à côté, c'est finalement une activité stratégique. C'est en tout cas un positionnement, en tout cas la RSE, la responsabilité sociétale, se positionne comme un enjeu stratégique pour l'organisation et pas comme une activité qui viendrait à côté d'un service. Ce que je voulais vous dire également pour définir la RSE, c'est que la RSE, ça concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur statut ou leur secteur d'activité. Et point important, peut-être, on a beaucoup parlé de la loi Pacte dans notre métier, mais la loi Pacte a eu une incidence assez importante au niveau de ces sujets de responsabilité sociétale des entreprises. Déjà, elle a modifié le Code civil. Elle a modifié le Code civil en intégrant à l'objet social la considération des enjeux sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est déjà un premier point, c'est l'article 1833 et puis l'article 1835 qui propose que les entreprises qui le souhaitent puissent intégrer leur raison d'être dans leur statut. Et donc, c'est comme ça qu'est né le statut d'entreprise à mission. Ce qui veut quand même dire que demain, dans les départements juridiques ou auprès de vos juristes, si vous faites de la création de société, vous aurez l'obligation qu'ils sachent ce que c'est qu'une raison d'être, ce que c'est qu'une mission, comment on la définit, quelles sont les contraintes juridique, puisque quand on a une mission, il faut qu'on ait un certificateur, etc. etc. Donc, on voit bien que de quelque chose d'éloigné de notre métier, en fait, on n'en est plus éloigné. On est vraiment dans le cœur de notre métier, de savoir, derrière ce que veut faire la personne, quelle est la raison d'être de son entreprise, quelle est la mission qu'il veut faire en plus de son objet social. Toute cette analyse-là, si on passe à côté au moment de la rencontre, avec la première rencontre avec notre client, on est déjà en train d'être en retard par rapport au droit. Alors, on est en retard par rapport à un droit qui n'est pour l'instant pas coercitif, qui n'est qu'incitatif. Ceci étant dit, les entreprises à mission sont en développement et donc il est probable que beaucoup d'entreprises demain aient une mission. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'une mission, votre rôle dans l'écosystème risque d'être, en tout cas, de se concentrer sur moins d'acteurs. Et alors merci Jean-François, et tu as tout à fait raison, c'est le troisième point. Qu'est-ce que ça signifie à l'échelle de notre profession? Alors moi, ce que j'ai soulevé également, c'est que en fait notre profession, c'est avant tout un secteur d'activité comme un autre en fait finalement, et que nous on est confronté à des problématiques spécifiques à notre métier, notamment la digitalisation. Et puis, la perte d'attractivité de notre profession. C'est des sujets qui sont majeurs. Et notamment aussi, on pourrait dire, des plateformes de comptabilité. Enfin, voilà, tous ces sujets qui sont à la fois innovants, mais qui peuvent remettre en cause notre façon aussi de pratiquer. Et donc, pourquoi, en fait, on insiste sur ce sujet d'innovation à travers la RSE? C'est que cette RSE, vous l'aurez compris, à travers cette vision stratégique, ça nous permet de développer des activités de conseil
sur lequel on va pouvoir élargir notre proposition de valeur auprès de nos clients. Donc, c'est exactement ce que tu dis quand tu parles de penser tout de suite à proposer à vos clients dans votre service juridique ces questions d'entreprise à mission, en tout cas de questionner est-ce que le client s'est posé cette question lorsqu'il crée sa société de ces enjeux environnementaux et sociétaux. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, la question que vous allez peut-être vous poser, c'est de dire, bon, moi, le problème, c'est que je n'ai pas un temps disponible majeur. Donc, comment je fais pour m'investir sur ces sujets-là, au-delà de ma sensibilisation personnelle? Comment je passe à l'action? Donc, là-dessus, Oriane, je pense que toi, tu es passé à l'action. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour justement agir et passer à l'action? Alors, moi, j'ai fait plein de choses. La première chose que j'ai faite, c'était de me former. Alors, moi, ça a été facile parce que j'ai créé mon cabinet en 2018. Je savais que dans la raison d'être de mon cabinet, c'était de se dire comment je réconcilie la RSE avec mon métier d'expert comptable. Et donc, je me suis formée pour pouvoir comprendre cette problématique-là. Et plus je me suis formée, en fait, plus j'ai aimé ça et plus j'ai eu envie de partager et aussi d'aller former mes confrères et mes consoeurs sur ce sujet. Pour votre formation, en fait, il y a 2 niveaux de formation qui sont importants sur la RSE. Il y a un premier niveau qui est un niveau d'ordre de culture générale, de bien comprendre tous ces enjeux pour être en pleine capacité de les exprimer auprès de vos clients, auprès de vos équipes, et de former également, de faire monter en compétence vos équipes. Donc, c'est un peu cet enjeu de prise de conscience. Et puis après, il y a de la formation plus tournée vers la technique. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la responsabilité sociétale, c'est également un métier technique. C'est technique à travers, par exemple, la matrice de matérialité, qui est pas évidente à concevoir puisque c'est un sujet qui est avant tout stratégique. Ça va être technique à travers les questions de carbone et mettre en place des stratégies bas carbone pour nos clients. C'est technique à travers la compréhension des modèles économiques. C'est pas si évident finalement de comprendre comment fonctionne une entreprise et comment fonctionne le modèle économique d'une entreprise. C'est technique à travers, par exemple, les rédactions d'une déclaration de performance extra-financière. C'est normé, il y a des règles. Donc voilà. Donc ça, c'est ou la mesure d'impact également. La mesure d'impact, c'est technique. Donc il y a 2 niveaux de formation. Un niveau de formation, on va dire, de culture générale, comme vous le faites là aujourd'hui en assistant à cet atelier, et puis des formations plus techniques. Moi, ce que je vous invite à vous poser comme question, si vous souhaitez vous former sur ce sujet, monter en prise de conscience et de compétences, c'est de vous poser quelques questions. La première question, c'est pourquoi vous avez envie de vous former? En fait, qu'est-ce qui va vous pousser à aller vers cette responsabilité sociétale? Alors, est-ce que c'est pour développer un savoir? Est-ce que c'est pour vous sensibiliser ou sensibiliser votre entourage? Est-ce que c'est pour proposer de nouvelles missions à vos clients? Est-ce que c'est pour aller vers un nouveau marché? Et en fait, en fonction de ces questions, vous ne ferez pas les mêmes formations. Donc, posez-vous bien ces questions. Après, le 10e point, en fait, tu me demandais, Jean-François, qu'est-ce qui m'a, motivé, en tout cas, qu'est-ce qui a fait que je suis passée? C'est que je suis passée à l'action. En fait, j'ai appliqué la RSE à mon cabinet. Alors, ça, c'est quelque chose d'extrêmement facile quand on est tout seul, mais du coup, ça veut dire aussi poser des règles, et poser des règles de fonctionnement, poser des méthodologies aussi, des pratiques, essayer de nouvelles choses. Au niveau d'un cabinet qui est un peu plus développé, c'est l'avantage de pouvoir expliquer à son client, mais si je peux vous parler de RSE parce qu'on le fait chez nous. On sait ce que c'est. Et quand vous expliquez à votre client que son résultat fiscal, il est bon, qu'il a un contrôle fiscal et que vous allez le sécuriser, il ne lui vient même pas à l'esprit de se dire est-ce que finalement il fait bien ses déclarations lui? Là, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous voulez être en capacité de parler d'une démarche RSE ou d'un bilan carbone, si vous ne l'avez pas fait, ce sera difficile. Ce sera difficile de convaincre que vraiment c'est la bonne solution, que oui, c'est compliqué, que non, vous ne le faites pas pour vous-même, mais que vous pensez vraiment que c'est un intérêt stratégique. Donc, faut commencer par agir sur soi-même avant de proposer des choses aux autres. Et agir sur soi-même, si je peux ajouter, c'est se poser la question, finalement, par rapport
dans mon métier, hein, on l'a vu tout à l'heure, la RSE, c'est stratégique. Donc, dans mon métier, dans ma production comptable, comment je le fais? On a des questions de digitalisation aujourd'hui qui sont très importantes dans nos cabinets et on pense que ces questions de digitalisation, la RSE, elle viendra après. Non. Intégrer la RSE dans ces questions de digitalisation, ça veut dire vous poser la question, quel est l'impact au niveau de l'employabilité? Est-ce que tous mes salariés savent bien utiliser les outils digitaux qu'on met aujourd'hui dans le cabinet? Ça, c'est une question de responsabilité sociétale, par exemple. Voilà. Donc, c'est bien pensé aussi. L'autre point que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que dans nos cabinets, dans nos métiers, les enjeux fondamentaux sur lesquels on peut vraiment axer notre réflexion en matière de responsabilité sociétale, c'est de se poser les questions sur la gouvernance, sur la loyauté des affaires et les conditions de travail, si je reprends les thématiques de la norme ISO 26000. Et enfin, le dernier point, une fois qu'on s'est initié, qu'on a essayé de positionner la RSE finalement dans nos activités, dans notre cabinet, c'est vendre des prestations de services autour de la RSE. Alors ça, c'est un point qui est important parce que moi je rencontre beaucoup d'experts comptables à travers les formations que je diffuse. Beaucoup d'entre vous le voient comme un outil commercial de développer de nouvelles missions. Et vous avez raison. Maintenant, la question à se poser, c'est quel type de mission, pour qui et comment. Nous, on fait déjà un métier sur lequel on rend compte. Et dans la démarche RSE, il y a cette question de rendre compte de la RSE, de la responsabilité sociétale à travers des indicateurs. Et nous, on rend compte d'indicateurs financiers, finalement, quand on rend un bilan et un compte de résultat. Donc, créer un tableau de bord engagé pour ses clients, c'est quelque chose qu'on peut totalement faire à partir de données financières et d'extra-financières. Et pourquoi pas même aller jusqu'à vendre du conseil outillé à travers des applications comme Greenly. Alexis, je parle beaucoup, je passerai la parole après. Je ne sais pas si je suis dans le timing. On est bon. Ce que je voulais vous dire globalement sur ce sujet de développer les missions de conseil sur la RSE, c'est que le plus simple, c'est finalement de l'intégrer sur les métiers que vous faites déjà. C'est-à-dire, vous faites de la comptabilité, d'aller regarder les 2-3 postes comptables qui ont un impact, par exemple, sur la consommation de ressources. Vous posez la question, mes clients, dans le dossier, c'est combien de kilowatts d'électricité? Déjà, ça vous fait une petite perception. Puis, allez en parler à son client. Voilà. Ça, c'est le plus simple. C'est finalement, quand on a un peu initié, se dire, tiens, je vais aller tester la sensibilité de mon client. Et les missions les plus complexes, c'est finalement de faire une offre de service dédiée autour de la RSE. C'est de vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vendre à travers cette RSE, puisque c'est un sujet stratégique. Donc, comment j'accompagne mon client au-delà de la production comptable. Et donc, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que sur ces offres de services-là, la RSE aujourd'hui, le marché de la RSE, c'est un marché qui est relativement concurrentiel, parce qu'il y a énormément de consultants, d'entreprises qui ont besoin, il y a énormément d'entreprises qui ont besoin de répondre à des problématiques et il y a énormément de consultants sur ces sujets. Donc, moi, je vous invite à vous positionner, en tout cas, à vous poser cette question de finalement, qu'est-ce que j'ai envie de vendre comme prestation de service et de cibler. Parce qu'il y a un marché, il y a un potentiel. Maintenant, il ne faut pas se tromper dans l'offre qu'on a envie de créer. Alors, du coup, on espère qu'on vous a convaincu sur l'intérêt de la démarche. Et dans les personnes que moi j'ai eu la chance de rencontrer, il y en a un qui est à ma gauche, qui n'a pas dit grand-chose. Alexis, tu connais de plus en plus le monde des experts comptables. Et tu as essayé de proposer une solution qui réponde un peu à ce besoin. Alors, moi, j'ai une première question pour toi. Quel est ton avis sur notre degré de maturité au niveau de la RSE ? Je trouve ça dingue que vous n'y alliez pas 10 fois plus vite, simplement parce que moi, quand est-ce que j'ai eu besoin d'un expert comptable la première fois, c'est pour des questions de fiscalité. Or, le carbone, ça va être exactement la même chose. Et donc, il va avoir besoin de certifier les comptes carbone ou d'attester de la réalité des comptes carbone, comme on le fait pour les comptes financiers. Donc, c'est totalement prévisible. C'est déjà le cas pour les sociétés de plus de 500 salariés, mais les seuils sont en train de descendre. Donc, c'est une évidence totale que la comptabilité financière et carbone sont en train de fusionner. Et donc, ça va être fait soit par des acteurs du logiciel,
Mais comme en fait les clients sont assez immatures sur le sujet, plus que les experts comptables, ils ont quand même besoin d'un humain pour leur expliquer de quoi il s'agit et les initier à la démarche, de la même manière que on a besoin d'être initié à la compta quand on n'en a jamais fait. Et donc, bon, on travaille avec quand même des dizaines et des dizaines maintenant de cabinets d'expertise comptable, mais on pense que ça devrait aller 10 fois plus vite. Donc pour répondre à ta question. Donc on avance, mais il y a du chemin. Voilà. Enfin, alors on ne travaille pas qu'avec les experts comptables, nous, on le fait aussi en direct. Donc je ne sais pas si c'est le moment où je pense que déroule. c'est le bon moment que tu nous parles un peu de ta solution. Bon, alors, ok. Alors, bon, je pense que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, je ne sais pas si tout le monde est convaincu dans la salle, mais on s'imagine qu'à partir du moment où vous assistez à ce sujet, vous avez conscience de la nécessité et vous êtes peut-être pas ou moins climato-sceptique que la majorité, qu'une partie de la population. Après, je te rends la parole, la courbe, elle est quand même un peu raide. Non, je pense, après, il s'agit en 2030 de revenir au niveau où on était en 1980. Donc à peu près au moment de ma naissance. Donc c'est en termes d'émissions, ça veut quand même dire réduire les émissions de moitié. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est la trajectoire qui a été définie par les accords de Paris, donc en 2016. Et la COP26, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est qu'il fallait maintenant que chaque pays revienne avec sa feuille de route pour dire comment moi je m'aligne sur cette trajectoire. Et en France, il y a la stratégie nationale bas carbone qui décline un objectif par secteur. Donc les transports, c'est 30% de vos émissions, il faut réduire de moitié, comme on fait dans les 10 prochaines années. Le logement, l'alimentation, le textile. Donc en fait, dans chaque secteur, on définit ensuite une trajectoire, des objectifs, et in fine, ça se traduit en réglementation. Et ça se traduit en réglementation générale. Donc aujourd'hui, c'est 500 salariés, l'obligation de faire un bilan carbone. Ça descend à 250. Si vous avez reçu un prêt garanti État, vous avez fait du chômage partiel, c'est à partir de 50 salariés. Il faut avoir déclaré ses émissions d'ici décembre 2022. Alors, comme tu l'as dit, ce n'est pas coercitif pour les petites structures, mais ça l'est pour les grosses. Et puis après, il y a des réglementations sectorielles. L'automobile doit diviser par 2 l'empreinte carbone d'une voiture. Le logement, etc., etc. Et ça veut dire qu'en plus de la loi, il y a les grandes sociétés qui, en fait, pour réduire leurs émissions, sont obligées de demander à leurs fournisseurs de réduire leurs émissions. Et ça, c'est beaucoup plus coercitif que la loi, parce que si votre principal client n'accepte de travailler avec vous que si vous avez fait un bilan carbone, en fait, vous ne posez plus du tout la question. Et donc c'est de ça qu'on vit essentiellement aujourd'hui. C'est les gros qui imposent leurs lois aux petits et qui viennent nous voir, nous, parce que ils ont besoin d'une solution digitale qui les accompagne. Alors, bon, je passerai vite sur notre histoire à nous en tant qu'entrepreneur. Enfin, on vient des technos. Moi, je m'occupais de santé connectée avant. J'automatisais le tracking de votre nombre de pas, de votre poids. Et on a lancé une appli pour les particuliers qui permet de faire des choses similaires, mais pour l'empreinte carbone, avant de comprendre que le bilan carbone des entreprises allait se généraliser et vraiment mettre le paquet là-dessus. Donc, peut-être définir ce qu'est un bilan carbone et expliquer en quoi il est vraiment pertinent, je pense, pour le monde de l'expertise comptable. Donc le bilan carbone, c'est une notion qui est un peu plus large que l'obligation légale, qui est le bilan GES. Le bilan GES, c'est en gros la comptabilité de vos émissions carbone, de vos émissions de gaz à effet de serre, qu'on résume en CO2 équivalent. C'est-à-dire que le méthane, les autres gaz, dioxyde de fluorure, ils ont des potentiels d'émissifs plus importants que le carbone, mais on ramène tout au carbone ou au CO2 équivalent. Donc, et là, il y a un listing, et pour le coup, c'est des méthodes standardisées. À la différence peut-être des autres piliers de la RSE, pour le coup, le carbone, les normes ont vraiment déjà été définies sur le sujet.
Mais le bilan carbone est un peu plus large et c'est les deux autres piliers. Pardon. Non, mais tu as raison, mais pour compléter, en fait, on a ça aujourd'hui. Si vous êtes amené à faire une démarche RSE, vous verrez qu'au fur et à mesure, on commence à avoir une normalisation de chaque pilier. C'est quoi la sobriété numérique, c'est quoi finalement la lutte contre la... Alors, toute la partie fournisseur, en fait, nous, on est tellement régi par la réglementation sur la fraude que nous, on est déjà fortement impliqués. Donc, on a dans chaque pendant de la RSE une normalisation. Le plus normalisé, et tu as raison là-dessus, c'est le bilan carbone. Fondamentalement, c'est de la physique, c'est-à-dire 1 litre d'essence, 2,6 kg de CO2, etc. Donc, il y a des ratios. Et alors... et peut-être, ouais. Alors comment ça marche concrètement nous, on a une plateforme en fait qui importe, qui quantifie les données d'activité d'une entreprise et qui les traduit en quantité CO2. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez quantifier le nombre de... Alors, peut-être je suis passé un peu vite, mais déjà, il faut le décliner en scope 1, 2 et 3. Donc, je ne sais pas si tout le monde est familier de cette notion. Je peux le rappeler rapidement. Oui, je pense que c'est bien. Ok. Donc le scope 1, c'est vos émissions directes. Donc si vous êtes propriétaire de machines qui émettent du gaz à effet de serre, c'est votre scope 1. Si vous êtes propriétaire d'une voiture en tant qu'entreprise qui sort du pot d'échappement, c'est vos émissions directes, c'est votre scope 1. Si vous avez des machines où vous mettez du fuel et il y a une cheminée dans votre usine, si vous avez un four pour fondre du verre et qu'il y a une grosse cheminée, c'est votre scope 1. En revanche, si vous faites fondre de l'aluminium avec de l'électricité de chez EDF, donc vous êtes branché sur EDF, et donc les émissions, elles ne sont pas chez vous, elles sont dans la centrale à charbon à 10 km. Et donc ça, c'est vos émissions indirectes énergie, c'est votre scope 2. C'est assez facile à quantifier, il faut juste accéder à la donnée, combien de litres d'essence, combien de kilowattheures. On peut l'approximer pour les petites structures par la compta, en fait, les dépenses. Quand vous avez une compta un peu analytique, ces données peuvent être présentes. Et après, il y a le reste, c'est le scope 3. C'est les autres émissions indirectes. C'est le plus difficile à quantifier, mais c'est là aussi où la comptabilité est particulièrement intéressante parce qu'elle est exhaustive là-dessus. Et c'est notamment toutes vos dépenses avec vos fournisseurs. Donc si vos collaborateurs ou vous-même prenez l'avion pour un voyage d'affaires, mettons. Donc, il sort des gaz à effet de serre de l'avion. Mais en fait, c'est les émissions d'Air France. Mais c'est quand même vous qui avez acheté le billet ou qui avez rempli l'avion. Et donc, c'est votre scope 3. Et puis, si vous payez un transporteur pour acheminer une marchandise d'un point A à un point B, bah, le gaz, il sort du pot d'échappement du transporteur. Mais vous en êtes quand même responsable. Et donc, en fait, nous, notre travail, c'est de quantifier tout ça et de mettre en face ce qu'on appelle des facteurs d'émission. Donc, les facteurs d'émission, c'est 1 litre d'essence, 2,6 kg de CO2. Mais ça peut être 1 000 € d'achat d'acier. En moyenne, c'est ça. Et puis après, on peut préciser, etc. Mais on peut le faire par l'approche monétaire, qui est un peu moins précise que l'approche physique, mais qui a l'intérêt de l'exhaustivité et aussi de voir où il faut aller faire un zoom. Donc ça, fondamentalement, c'est notre travail. Et puis, j'ajouterais aussi la simplicité, parce qu'on a déjà eu la discussion. Vous pouvez avoir des entreprises qui vont faire des analyses de bilan carbone très précises, etc., type Carbone 4, ou, pour ne pas faire de pub, c'est quand même le leader aujourd'hui sur le marché français, mais il y en a d'autres. Mais les budgets pour faire le bilan carbone ne sont pas les mêmes, puisque entre quelqu'un qui va synthétiser à partir d'un FEC et prendre un certain nombre d'hypothèses standardisées qui viennent de l'ADEME, je crois, pour partie, et quelqu'un qui va faire une analyse détaillée, d'aller voir votre fournisseur, de regarder son bilan carbone et de dire bah, vous avez X coûts de transporteur, quand on regarde sur les factures, ça fait tant de kilomètres par an, et vu que vous utilisez tel transporteur, ça fait tel bilan carbone. Mécaniquement, on se rend bien compte que ce n'est pas les mêmes budgets. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre, et c'est juste que en fait, la problématique, elle n'est pas dans est-ce que je peux le faire, elle est dans est-ce que le client a la capacité d'aller à ce niveau de détail. Donc, une société de 20 personnes qui a la tête dans le guidon, qui a son client principal qui lui impose de faire un bilan carbone pour continuer à travailler avec lui, en fait, il y a plusieurs. Il va s'intéresser à il faut réduire en fait le coût d'entrée sur le marché, à la fois en temps et en budget.
Et donc pour ça, il faut digitaliser. Ce qui n'empêche pas d'aller très loin dans le détail avec une plateforme, mais c'est juste que le client, lui, il n'a peut-être pas la possibilité de le faire. Et donc il faut le prendre pas à pas, il faut aller du plus général au plus... Donc nous, typiquement, on fait beaucoup de bilan carbone dans la tech, par exemple. Première approche, vous avez dépensé 1 million d'euros chez AWS, chez Amazon. Donc en fait, vous avez un gros usage de cloud. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de stockage, beaucoup de calculs, donc beaucoup d'électricité. Et donc on arrive à estimer en moyenne 1 euro de chez Amazon ou Azure ou ce que vous voulez, c'est tant de carbone. Mais si ensuite ce client veut vraiment aller dans le détail, ça vaut le coup de se pencher sur le détail de sa consommation. Mais c'est la deuxième étape et ce n'est pas l'étape de reporting. Toujours est-il que, et c'est pour ça qu'on est là, c'est que le fichier des écritures comptables est un outil exhaustif, standardisé, auditable en plus, pour aller tout de suite identifier les grandes masses carbone et faire un bilan carbone au sens réglementaire du terme, hein, soyons clairs, c'est-à-dire certifié, accepté par l'ADEME et donc par les clients. C'est pour ça qu'on le distribue sans être trop lourd commercialement. Ce que je rajouterais, c'est qu'effectivement, après, on peut aller plus loin dans le détail. Et donc, nous, on voit des besoins sectoriels importants émerger parce que la demande, elle est drivée par ces obligations sectorielles, ces grands comptes. On a vu un cabinet d'expertise comptable qui fait beaucoup de bilans auprès des artisans commerçants et qui est en train donc de former des gens à la méthode bilan carbone, mais qui a besoin d'un outil pour tout centraliser. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est un module achat-vente de produits. Et donc là, vous avez besoin de savoir une chaussure, c'est 100 kg de CO2, une raquette de tennis, etc. etc. Le bâtiment. Vous ne faites plus un immeuble en France pour une grande ville sans qu'on promette qu'il va être neutre en carbone. Et donc Bouygues promet que c'est neutre en carbone, impose jusqu'à l'artisan qui fait des chantiers de 30 personnes de donner le bilan carbone de sa prestation. Donc c'est une énorme opportunité pour vous, sans être lourd. Sur le fond, en plus, on pense vraiment, comme ça a été dit au début, qu'aujourd'hui, vous serez précurseur à proposer un bilan carbone. Demain, vous serez suiveur. Alors, est-ce que c'est 2022, 23 ? Je ne sais pas, 24, je ne pense pas. Mais il est certain, ou quasi certain, que la donnée carbone va devenir quelque chose d'important pour une partie de vos clients. Et alors, nous, il n'y a pas que le fichier des écritures comptables, hein, mais c'est ce qui crée la plus grosse productivité. Pour vous donner un exemple, vous parliez de Carbone 4. Donc, on a des anciens consultants de Carbone 4 chez nous qui nous aident à développer notre produit. Et un bilan carbone pour une société, mettons, de 50, 100 personnes, c'était 80 à 120 heures de consulting, avec le tarif associé. Nous, pour une société de service, le temps de travail, il est de 2 heures, dont 30 minutes à expliquer au client ce qu'est un bilan carbone et 40 minutes à lui restituer ces informations. Après, ça monte jusqu'à 8 heures pour une société industrielle, parce qu'il y a plus de données physiques à aller chercher. Mais dans tous les cas, c'est 10 heures, c'est un dixième à minima. Et puis en plus, on capitalise sur une approche sectorielle, parce que une fois que vous avez fait le bilan carbone d'une société, vous sollicitez ses fournisseurs pour comprendre, et donc vous commencez à avoir des mesures plus fines par fournisseur qui intéressent toutes les sociétés du même secteur, parce que vous avez un effet plateforme. Et donc il y a des verticales. Donc si vous êtes spécialisé, vous, sur des verticales d'entreprise, en fait la plateforme fait mûrir ça. Mais il y a besoin de parler aux clients, il y a besoin... nous, c'est pour ça qu'on travaille avec les experts comptables, parce qu'en fait, ils ont la matière première de l'analyse et ils ont la clientèle. Oui. Aujourd'hui, c'est l'entreprise, mais on commence à arriver sur un modèle où notre plateforme peut être prise en main de façon autonome par un tiers qui pourrait du coup faire le boulot que nous, aujourd'hui, on fait auprès du client. Simplement, nous, on forme pas mal le client à ce qu'est le bilan carbone. Et si l'expert comptable peut le faire, on sera ravis. Mais souvent, il y a une première phase d'apport d'affaires.
ensuite de distribution et ensuite de licence globale sur un outil où l'expert comptable fait ce qu'il veut. Bah, il va vendre un bilan carbone à son client et il aura l'outil en backup. C'est un peu comme quand, alors je vais pas faire de pub, mais ça peut parler quand même. S'il y en a qui utilisent RCA, vous allez vendre un prévisionnel sous RCA, mais en fait vous allez vendre un prévisionnel de l'expert comptable. La logique, elle est la même sur ce plan-là. Exactement. On est un back-office jusqu'au jour où nos partenaires sont suffisamment autonomes sur l'outil pour n'être que sur l'outil et on s'assure juste que ça fonctionne bien. Voilà. Après, une fois qu'il y a le bilan, c'est que le début de l'aventure, hein, parce que en fait, c'est une trajectoire. Donc, pour tracer une droite, il faut au moins 2 points. Donc, ça continue. Et puis, il y a des plans d'action. Donc, il faut trouver des fournisseurs qui soient plus écologiques. Il faut parfois compenser, etc., etc. En fait, vous rentrez sur un autre sujet avec le client et vous allez construire avec lui, comme vous construisez la stratégie financière, vous allez vers de la récurrence. Alors là où je voulais attirer votre attention, c'est qu'il est possible, alors peut-être que vous êtes l'exception, qu'une des difficultés du quotidien, ce soit le recrutement de personnel. Je ne sais pas, est-ce que dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui ont des difficultés de recrutement de personnel? Levez la main pour avoir juste une idée. Bon, il y en a quelques-uns, pas tout le monde. Bon. Mais c'est quand même quelque chose de fréquent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, trouver un apprenti en RSE ou un jeune qui sort d'une école de RSE et qui n'a qu'une envie, c'est de travailler pour des TPE, PME ou pour des acteurs pour mettre en place ce type de démarche, c'est facile. Mais c'est vraiment facile. Je l'ai fait là il n'y a pas longtemps, je suis halluciné. C'est-à-dire qu'on ouvre le poste, il y a 40 CV le lendemain. Donc on n'est pas exactement dans les mêmes modalités de recrutement qu'un profil comptable. Et pourtant, il a toutes les compétences pour accompagner les équipes d'un cabinet auprès du client sur la mise en place de bilan carbone. Donc, ayez en tête ça, parce que je pense que pour innover, il faut aussi voir quelle est la ressource disponible et est-ce qu'elle existe. Et une des problématiques de ressources disponibles aujourd'hui sur le marché comptable français, c'est quand même une réalité. Nous, on a des difficultés de recrutement parce qu'on va recruter 100 personnes l'année prochaine. Donc, c'est pour ça. C'est pas parce que les gens ne veulent pas faire de bilan carbone. Donc, c'est que ça marche pas. Non, en fait, les ingénieurs sont très motivés, mais après, les commerciaux, nous, il faut qu'on les forme donc, à ce sujet. On crée une académie en fait, du bilan carbone pour qu'eux-mêmes puissent former toutes les personnes, un peu comme vous mettez pas un commercial sur la paye en face de quelqu'un qui fait de la paye depuis 20 ans. Quoi. Nous, c'est pareil sur le bilan carbone, mais pour le coup, on a créé cette structure de formation en interne pour pouvoir monter, et en fait, on commence à la mettre en face de justement des clients, partenaires, distributeurs. Alors, est-ce qu'à ce stade, par rapport aux principes généraux, à la démarche de Greenly, vous avez des questions, des réflexions ? Ou est-ce que vous êtes en phase de digestion La vraie question, c'est l'angle d'attaque pour un expert comptable. Parce que la RSE, c'est à peu près, on a une culture générale plus ou moins élevée, mais la vraie question, c'est comment l'expert comptable, par rapport à un consultant classique RSE, parce qu'il y en a plein aussi sur le marché, comment il se positionne, il a peut-être un avantage en termes de confiance, parce qu'il est là, il connaît le chef d'entreprise, mais au-delà de ça, pourquoi il est légitime ? Je pense que nous, en tout cas, par justement les écritures comptables, on propose... D'abord, il faut rassurer le client sur le fait que c'est une vraie analyse, c'est officiel. Mais une fois que vous êtes sûr que c'est un bilan carbone réglementaire, que vous êtes certifié, que toutes les réassurances sur la légitimité de l'information ont été apportées, vous êtes 10 fois moins cher et 10 fois plus rapide. Et donc, vous répondez aux mêmes besoins. Donc le consulting, c'est mort. Sur l'aspect reporting, il va se faire sur d'autres sujets. Ils ne le savent pas encore, parce que le temps de pénétration de marché, etc. Exactement, oui, il y a beaucoup de choses à faire en termes d'action, parce que réduire les émissions, ça peut être une vraie transformation de l'entreprise, etc. Et aujourd'hui, ça c'est l'angle d'attaque tout de suite.
Mais je pense que demain, la pression réglementaire augmentant, et en fait, pour le coup, on est vraiment sur un domaine où l'offre crée la demande, parce que plus on démontre que ça revient au coût de la comptabilité financière et pas 10 fois plus cher, comme ça l'était dans une solution de consulting, plus c'est facile pour le réglementaire de baisser les seuils. Donc c'est le sens de l'histoire, mais de façon on ne peut plus prévisible. Alors, moi, si je peux rajouter à votre question, hein, comment on arrive à être, alors, je ne sais pas si c'est légitime ou en tout cas reconnu par le client comme un acteur, oui, voilà, et à valoriser ça. Alors, moi, ça fait 3 ans que je travaille sur cette question parce qu'en fait, elle est très complexe finalement, votre question. C'est déjà comment on est perçu par le client. Votre question, est-ce qu'on est perçu comme un faiseur de compte ou est-ce qu'on est perçu comme un accompagnateur ? Et donc déjà, quand on a posé cette question à son client, on sait soit il nous voit comme le fiscaliste ou le technicien et il nous sollicite que pour ça. Donc du coup, il y a une image, il y a un positionnement à retrouver auprès de son client pour être perçu comme accompagnateur. Et ensuite, il y a la question de quand il me perçoit en tant qu'accompagnateur, est-ce que j'ai bien les compétences, est-ce que j'ai bien le savoir ou la technique ? Donc les méthodologies et les outils pour pouvoir l'accompagner sur ces sujets. Donc là, en fait, c'est une transformation aussi de notre façon de l'accompagner. Donc en fait, pour moi, notre métier, c'est la question de comment est fait notre métier et comment on peut innover dans notre métier. Et donc c'est en réfléchissant au positionnement, à notre offre de service, à notre proposition de valeur pour nos clients. Et moi, je rajouterais que, et ce sera le mot de conclusion, parce que je vois le videur Thomas qui nous explique qu'il faut vider la salle. En fait, quand on regarde les métiers qu'on fait par rapport à ce qu'on vient de dire, le social, la donnée, le bulletin de paie, globalement, c'est les experts comptables aujourd'hui sur les TPE, PME. Le juridique, toute la structuration légale qui tourne autour de la mission, de la raison d'être, c'est quand même, pour une bonne partie, l'expert comptable. Quelques clients ont des avocats, mais aujourd'hui, c'est ça. Toute la partie données, bilan carbone, moi, je pense qu'il y a un travail stratégique pour toute la partie achat matière, etc., pour un certain nombre de clients. Mais l'étape 0, comme ça a été dit avant, de dire on va commencer déjà par faire quelque chose d'estimatif parce qu'il faut que tu rentres dans le sujet. L'expert comptable, il a la donnée, il a la capacité de le faire. Et après, toute la partie partenaire du dirigeant, comme tu l'expliquais, si on arrive à accrocher ça, c'est qu'on garde nos clients. Et quand on accroche ce partenariat, lui, il va se poser les questions demain. Parce que la descente sectorielle des PEF, de l'extra-financier, elle est en train d'arriver. Donc, vous allez avoir des gens dans vos bureaux demain qui disent « Moi, je suis dans le BTP. En fait, j'ai des dossiers avec Vinci. Il me faut un bilan carbone et il me demande des trucs. Je ne sais pas ce que c'est. Venez me voir, venez m'aider. » Si vous n'êtes pas prêt à répondre, il ira voir quelqu'un d'autre. Donc, je pense que la réflexion sur la RSE, elle est aujourd'hui en innovation. Mais, et je l'espère, dans 2, 3, 4 ans, ce sera juste une partie de notre métier. Il existe des missions normatives, il existe de l'audit d'OTI, il existe pas mal de choses en parallèle. Mais à ce stade, ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est que la question, elle n'est pas « j'ai envie d'être un spécialiste de la RSE ». La question, elle est demain, la RSE, ce n'est pas un de mes axes stratégiques, c'est intégré à ma stratégie un peu partout. Donc, on espère qu'on vous a convaincu. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser aller aux prochains ateliers. On vous remercie de votre écoute attentive.